Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Plusieurs mesures à caractère social ont été annoncées aujourd'hui par le Premier ministre. Monsieur Pierre Messmer a réaffirmé devant la presse ministérielle que tous les engagements pris à Provins seront tenus avant la fin de cette législature. Le Premier ministre a annoncé relèvement du SMIC au 1er juillet, de telle sorte que son accroissement en un an sera de 20%. Également le 1er juillet, relèvement du minimum vieillesse. Le 1er août, augmentation substantielle des allocations familiales. Les tarifs des transports en commun dans la région parisienne ne seront pas augmentés. C'est à l'occasion du 25e anniversaire de l'association de la presse présidentielle que M. Messmer a fait le point sur ce que fait le gouvernement, sur ce qu'il prépare et sur l'orientation qu'il veut donner à la vie de la France. Je répète que tous les engagements que j'avais été amené à prendre à Provins seront respectés et seront tenus avant la fin de cette législature, sans qu'il soit besoin de le rappeler en toute occasion. Et pour cela, nous élaborons des projets de loi, nous préparons l'inscription au budget de 1974 de la part de ces mesures qui devra, selon les perspectives d'exécution quinquennale, être mise en vigueur l'année prochaine. Tout cela est fait sans publicité ni ostentation et je crois que les résultats seront notre meilleur garant. Une réduction significative des écarts sociaux, donc plus d'égalité entre les Français, est un autre principe directeur de l'action gouvernementale. Notre système fiscal doit y contribuer. Dès la loi de finances pour 1974, le barème de l'impôt sur le revenu sera aménagé une nouvelle fois au profit des contribuables les plus modestes. À l'inverse, certaines dispositions qui favorisent de façon sans doute excessive les détenteurs de revenus très élevés seront revues. La priorité donnée aux plus défavorisés se traduira le 1er juillet prochain, donc dans 15 jours, par deux décisions. D'une part, le salaire minimum interprofessionnel de croissance sera relevé, porté à un chiffre que je ne peux pas vous indiquer dès aujourd'hui, puisqu'il ne peut être fixé qu'après la réunion de la Commission supérieure des conventions collectives et par une décision du Conseil des ministres, mais le chiffre nouveau se situera environ à 20% au-dessus du chiffre du 1er juillet de l'année dernière. D'autre part, le minimum vieillesse sera relevé à la même date, donc en avance par rapport à la date normale qui serait celle du 1er octobre de cette année. Et ce minimum vieillesse sera porté en une fois ou en deux fois à un niveau tel que dans le courant de l'année 1973, il aura été augmenté de 15% par rapport au niveau de l'année 1972. C'est-à-dire que sur 5 ans, nous devrions réaliser sans peine le doublement dont j'avais parlé avant les élections. Par ailleurs, le 1er août, les allocations familiales seront augmentées de façon substantielle en continuation de ce qui a été consenti depuis quelques mois en faveur des familles. Je tiens à dire que jamais un effort semblable et aussi rapide n'aura été réalisé dans une période aussi brève. Cette volonté de justice sociale sera enfin illustrée dans les prochains mois par les lois cadres sur les personnes âgées et sur les handicapés. Mais il est vrai que les Français veulent aussi discerner le destin auquel nous les convions. J'avais dit le 7 janvier à Provins que nous devions assumer les bouleversements inévitables de la vie moderne en recueillant au mieux les bénéfices. Et pour cela, il faut que demain, la vie offre plus de possibilités de choix et d'initiative à chacun, qu'elle soit plus juste en réduisant les écarts sociaux et en approfondissant l'égalité des chances, plus responsable en permettant à tous de prendre part à toutes les décisions s'ils le veulent. Mais il faut garder à cette entreprise le pragmatisme et l'attention aux faits, l'attitude à la fois dynamique et circonspecte qui est le fond même du gaullisme. Il n'est pas concevable de construire un schéma abstrait de quelque société idéale à plaquer sur la réalité française.
au besoin de vive force ou de se contenter d'en parler sans rien faire. La France de demain naîtra de la volonté de tous les Français, de leurs traditions certes, mais aussi des courants d'idées et d'influences qui traversent le monde et qui, si souvent, inspirent nos concitoyens avec plus d'ardeur que d'autres. Il naîtra de l'application persévérante et souvent mal discernée parce que discrète que nous mettons à traduire leurs aspirations dans la réalité de chaque jour. Des questions ont ensuite été posées par les journalistes au Premier ministre et M. Messmer a pu annoncer ainsi que le projet de réforme constitutionnelle pour ramener la durée du mandat du président de la République à 5 ans pourrait être examiné à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. M. Messmer a dit également qu'il souhaitait que les jeunes puissent voter à partir de 19 ans, âge auquel ils ont en principe rempli leurs obligations militaires. Les journalistes étaient décidément bien occupés aujourd'hui. Pendant que la presse ministérielle recevait M. Messmer, les représentants de la presse économique et financière avaient invité, de leur côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. À cette occasion, M. Giscard d'Estaing a pris une position politique très nette. L'avant-campagne présidentielle qui se développe actuellement dans les milieux politiques me paraît nuisible et déplacée, a-t-il précisé. Je dois vous dire que je ne participerai en aucune manière à la pré-campagne présidentielle qui se développe actuellement dans le milieu politique et qui me paraît à la fois nuisible et déplacée. Tous les commentaires qui peuvent être faits à cet égard, en ce qui me concerne, sont sans objet et sans fondement. Campagne nuisible, car nous sortons à peine d'une campagne électorale nationale et nous ne devons pas épuiser indéfiniment nos forces à poser les problèmes. Nous devons, entre les périodes d'élection, consacrer nos forces à les résoudre. D'autre part, campagne déplacée, chacun comprend ici pourquoi. Je l'ai dit avant-hier personnellement au président de la République, je vous le dis aujourd'hui avec la certitude que vous le répéterez, mais aussi avec l'espoir que vous le croyez. Je voudrais en effet que vous sachiez que mon unique ambition, qui est en même temps une grande ambition, est de poursuivre, sous la présidence du président Pompidou, l'action à laquelle j'ai apporté successivement ma conviction et désormais une partie de mon cœur, et qui est celle du développement de l'économie française dans le sens de la puissance et dans le sens de la justice. Le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué également que la suspension de la TVA sur la viande de bœuf serait reconduite jusqu'à la fin de l'année. Enfin, M. Giscard d'Estaing a annoncé la mise en circulation l'année prochaine d'une pièce de 20 francs en argent. Cette pièce sera donnée en priorité aux personnes âgées titulaires de pensions publiques. Le président de la République a reçu aujourd'hui à déjeuner au Palais de l'Élysée le président du Sénat, M. Alain Poher, et les membres du bureau du Sénat. M. Poher, à sa sortie du Palais de l'Élysée, a déclaré que la conversation avait porté sur le travail parlementaire et différents projets de loi actuellement en discussion. On apprenait d'autre part à l'Assemblée nationale cet après-midi par M. André Borre, ministre des Anciens Combattants, que le gouvernement déposera en automne un projet de loi donnant vocation à la qualité d'anciens combattants aux militaires ayant servi en Afrique du Nord. Le 21e congrès de la Fédération de la Confédération Générale des Cadres s'est ouvert aujourd'hui à Versailles. Un salarié sur 5 est cadre, 10% des cadres français adhèrent à la CGC. Au centre des débats, la réforme de l'entreprise. Aujourd'hui, les cadres français sont plus de 2 millions. En 20 ans, leur effectif a triplé. Et en l'an 2000, ce n'est plus tellement loin, ils seront 3 500 000. Ces chiffres éclairent bien le 21e congrès de la Confédération Générale des Cadres, la CGC, qui s'est ouvert ce matin à Versailles. En fait, la CGC, que représente-t-elle? La Confédération Générale des Cadres, c'est le rassemblement d'environ 280 000 personnes du personnel d'encadrement, de la maîtrise au cadre supérieur. Il y a parmi nos adhérents environ un quart à un tiers de voyageurs représentants placiers, de VRP,
et le restant se partage à peu près moitié entre agents de maîtrise et cadres proprement dit. Qu'on le veuille ou non, la CGC, c'est également un homme, un dirigeant syndical. André Malter, 63 ans. Depuis 17 ans, ce juriste et cet économiste est le président de la CGC. Il est également cadre supérieur dans une entreprise de papeterie. En toile de fond, à ces assises nationales, l'avenir des cadres, un avenir qui conditionne en partie celui des entreprises, et au sein de celles-ci, les cadres sont parfois les premiers à ressentir les mutations économiques et industrielles. Alors, ils s'interrogent sur leur place dans l'entreprise et sur leur rôle dans l'économie moderne. Les congressistes devaient bien sûr en discuter. Les thèmes de discussion qui tourneront autour du rapport moral concerneront surtout, je pense, la concertation à l'intérieur de l'entreprise. Et dans ce problème de concertation sera certainement mis en avant le problème des agents de maîtrise qui se trouvent actuellement confrontés à des difficultés quant à l'acceptation de leur autorité à l'intérieur des entreprises. Depuis ce matin, le feu vert est donné pour les travaux de ce 21e congrès de la CGC et 800 délégués vont y participer pendant 3 jours. Les cadres auront été rassurés par les propos du Premier ministre qui a dit aujourd'hui « Il n'est nullement dans nos intentions de demander des sacrifices aux cadres, mais la solidarité implique que ceux qui disposent des revenus les plus élevés participent à la construction d'une société plus juste. » Voilà pour les affaires politiques et sociales. La suite de l'actualité. Nouvelle affaire de fuite à Grenoble. 4 jours avant le début des épreuves du baccalauréat, plusieurs lycéens avaient eu connaissance des sujets de français, de sciences naturelles, de physique et de mathématiques. De quoi leur permettre, en quelque sorte, d'avoir une mention très bien. Un de leurs amis, employé au rectorat, était l'auteur de ces fuites. Il voulait simplement leur rendre service. Quelques lycéens honnêtes sont cependant allés se confesser au rectorat et ce sont les sujets de remplacement qui seront utilisés. Le baccalauréat est parfois, même assez fréquemment, l'occasion de fraude. C'est pourquoi les plus grandes précautions sont prises pour garder le secret sur les sujets du baccalauréat. La préparation de ces sujets réclame une vaste organisation qui dure plusieurs mois. Tout commence au mois d'octobre, 8 mois avant le baccalauréat. Le 19 juin, les candidats découvrent non sans inquiétude ces mystérieux sujets du bac. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que d'octobre à juin, il a fallu mettre sur pied une vaste organisation, opérer un grand nombre de vérifications, de contre-vérifications, pour que les sujets soient tenus au secret, du moins l'espère-t-on, jusqu'aux épreuves. Qu'ils portent bien sur le programme, qu'ils ne figurent dans aucun classique du bachetage. Exemple, l'Académie de Paris. Octobre, le rectorat demande à des professeurs agrégés, enseignant dans les classes terminales, qu'ils jugent les meilleurs 4 à 500 propositions de sujets. Ces professeurs disposent de 2 mois. Janvier, première réunion des commissions dites de choix des sujets. Commission composée de professeurs du secondaire, d'inspecteurs pédagogiques et présidée par un professeur de l'enseignement supérieur. Février, ces commissions choisissent parmi les propositions les sujets qui leur paraissent les meilleurs, 100 sur 500. Mars, vérification par l'inspection générale qui apprécie la conformité des sujets retenus avec les programmes. Le recteur décide en dernier sort. Avril, le sujet est confié sous bonne garde, c'est un véritable secret d'État à l'imprimerie nationale. Après cette première épreuve, commence la vérification. Un professeur qui joue en quelque sorte le rôle de cobaye subit l'épreuve pour voir si le sujet n'est pas trop difficile, qu'il correspond bien au programme étudié. C'est seulement après que le bon à tirer est donné et que les rotatives de l'imprimerie nationale fonctionnent jour et nuit, toujours sous très bonne garde. À la sortie des presses, seconde vérification, un second cobaye, toujours un professeur, se substitue au candidat. La mise sous pli des sujets peut alors commencer. Rien que pour Paris, 640 000 feuilles de sujets, soit 3 tonnes de papier, seront ainsi mises sous enveloppe, scellées et conservées dans des chambres fortes, aux portes blindées, surveillées jour et nuit, en attendant le jour de l'examen. Vous voyez, pourtant, il y a encore des fuites.
Le territoire français des Comores va s'acheminer vers l'indépendance. Après une période transitoire de 5 ans, les populations de cet archipel seront consultées par référendum à ce sujet. C'est ce que prévoit la déclaration commune signée aujourd'hui à Paris par le président du Conseil du gouvernement des Comores, M. Abdallah, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, M. Stasi. La déclaration commune signée aujourd'hui marque une étape importante dans l'acheminement vers l'indépendance du territoire français des Comores. En effet, après une période transitoire de 5 ans, les quelques 300 000 habitants de l'archipel seront appelés à se prononcer sur l'accession à la souveraineté pleine et entière de leur territoire, 4 îles situées dans le canal du Mozambique entre l'Afrique orientale et Madagascar. Ce désir d'indépendance était concrétisé lors des élections législatives du 3 décembre 1972, lorsque les deux principales formations politiques de l'archipel avaient décidé de s'associer autour du thème « Indépendance dans l'amitié et la coopération avec la France ». Seule voix discordante, à Mayotte, l'une des 4 îles de l'archipel, le parti majoritaire mahonais réclamait le statut de département français, une revendication basée sur des raisons politiques et économiques. Les habitants de Mayotte font valoir en effet que leur île française depuis 120 ans a connu une histoire assez différente de ses voisines qui ont été colonisées beaucoup plus tard. Ils jugent aussi dérisoire la part consacrée à leur île dans le budget du territoire. C'est en considérant ce dernier problème que M. Abdallah, président du Conseil de gouvernement des Comores, a déclaré « Chaque île sera traitée sans parti pris. Nous allons mettre l'accent sur la régionalisation économique et sociale de l'archipel. » Les nouvelles de l'étranger maintenant, un important voyage. L'homme le plus puissant de l'Union soviétique, M. Leonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste, arrivera demain après-midi à Washington. M. Brejnev consacrera la plus grande partie de son séjour aux entretiens avec le président Nixon, auquel il veut proposer une coopération économique de grande envergure. On sait que plusieurs banques américaines ont déjà ouvert des succursales à Moscou. Le commerce entre les deux pays ne se porte pas mal. C'est ce que pense le célèbre banquier américain Rockefeller, qui revient d'Union soviétique. Avant de l'entendre, voyons ce que l'on pense à Moscou du voyage de M. Brejnev, qui ne paraît pas, aux États-Unis en tout cas, susciter autre chose que de l'indifférence pour le moment. Le M. Brejnev constitue véritablement un événement historique pour les soviétiques. Car si M. Nixon avait l'année dernière tracé la voie de la coopération soviéto-américaine, M. Brejnev espère bien cette fois-ci l'élargir et la consolider. L'homme de la rue, lui, voit dans ce périple la confirmation éclatante et toujours désirée du statut de l'URSS comme superpuissance, et cela dans le pays même qui occupa si longtemps tout seul la première place dans le monde. Mais au fond, le principal intérêt de ce voyage pour les soviétiques, c'est la découverte encore toute récente que leurs richesses naturelles sont tellement énormes qu'ils peuvent supporter de voir les Américains s'associer à leur exploitation. Il y a là un état d'esprit plus sensible aux réalités économiques de notre époque et qui, peu à peu, perméabilise tous les milieux à l'exception des tenants de l'idéologie pure et dure. Ceux-là même qui redoutent une contamination américaine et qui déjà font figure d'ancêtre au moment où, sous l'impulsion énergique de M. Brejnev, l'URSS va négocier avec l'Amérique une révolution aussi importante dans son domaine propre que celle de 1917 le fut historiquement, la révolution de la technologie. Pourquoi, selon vous, l'URSS accepte comme ça, en l'espace de quelques mois, de s'ouvrir d'une façon aussi vaste au commerce occidental et à de nouvelles relations avec les puissances du monde capitaliste? Il y a peut-être plusieurs raisons pour ça. D'abord, ils ont des besoins eux-mêmes pour les techniques américaines et aussi pour les capitaux américains. Et je pense qu'ils ont constaté que s'ils veulent évoluer du point de vue économique d'un pas suffisant pour leur peuple, qu'il fallait avoir la coopération des autres pays, tout spécialement des États-Unis. Vous pensez pouvoir investir en Union soviétique? Investir, non, parce qu'ils n'acceptent pas le principe de la propriété privée, mais certainement nous pouvons avoir les relations, nous pouvons prêter de l'argent, et je pense qu'après quelques temps, nous allons découvrir les nouveaux moyens d'agir et de coopérer avec eux. Je pense qu'il faut être flexible
bien vouloir accepter des nouvelles formules des deux côtés. Un voyage dont on reparlera. Une autre chose qui préoccupe les soviétiques, l'accident de leur Tupolev 144 à Goussainville récemment. Peut-être du nouveau dans l'enquête, une jeune fille habitant Dunkerque avait ramassé à Goussainville le jour de l'accident une pièce de l'appareil qui pourrait contenir la bande magnétique de la fameuse boîte noire tant recherchée par les enquêteurs. Boîte noire qui pourrait donner des renseignements précis sur l'état de l'avion au moment de l'accident. Cet objet va être transporté à Paris incessamment. Parlons maintenant de l'électricité qui a, vous le savez, d'innombrables utilisations. L'une d'entre elles est peu connue, il s'agit de l'anesthésie. Il y a 70 ans, le professeur Leduc tentait ses premières expériences pour supprimer la douleur au moyen de l'électricité. Mais ce n'est que depuis quelques mois que l'on peut utiliser le courant électrique dans les salles d'opération. La 100e intervention sous anesthésie électrique vient d'être faite à l'hôpital Necker à Paris. L'anesthésie électrique se fait, comme son nom l'indique, grâce à un courant électrique auquel on ajoute l'action d'un produit médicamenteux injecté à très faible dose et qui a pour but de faciliter l'action du courant. C'est cette relation entre ces deux éléments qui est étudiée depuis 1 an à l'hôpital Necker. Avalez. Tout d'abord, on a diminué le nombre des produits médicamenteux et en particulier les plus toxiques d'entre eux qui ont été supprimés. Ensuite, progressivement, nous sommes arrivés à moduler les actions du courant pour que ce soit effectivement le courant lui-même qui entretienne une anesthésie de plus en plus longue et sur des interventions de plus en plus importantes. Après que le malade ait reçu une injection de produits médicamenteux, on place 3 électrodes sur des points bien connus des acupuncteurs, 2 sur la nuque et le 3e sur le front entre les sourcils. Le courant qui produit l'anesthésie est un mélange de haute fréquence qui décontracte et de basse fréquence qui supprime la douleur. Cette invention française a eu une grande répercussion à l'étranger. Voilà, 3 milliampères. Il y a 3 semaines, nous avons une délégation russe ici avec le professeur Zhukovsky qui lui-même utilise l'anesthésie électrique mais avec un autre procédé. Et naturellement les Américains, puisque de toute façon nous sommes sous contrat avec le département d'État de l'armée américaine. L'opération chirurgicale qui va être effectuée est une ablation d'une partie de la prostate. Voici l'incision de l'abdomen. Le patient ne sent absolument rien. L'opération dure environ 2 heures. La qualité d'une anesthésie est importante pour un chirurgien. Et moi, j'y vois des avantages dans le post-opératoire, où il nous semble que les problèmes infectieux, qui sont importants actuellement en chirurgie, sont très améliorés par les réactions du patient en endormi de cette manière. L'anesthésie traditionnelle, celle faite avec des produits chimiques, est parfois délicate, car le malade peut être allergique à certains de ces produits. D'autre part, une insuffisance hépatique ou urinaire ne facilite pas l'évacuation de ces éléments chimiques toxiques à haute dose. L'anesthésie électrique est peut-être la solution d'avenir. Dans quelques mois, c'est-à-dire après les vacances, nous allons la diffuser dans plusieurs équipes de manière à obtenir un plus grand nombre d'études et à voir pour les différents types de chirurgie ce que cela donne. Mais de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que cette anesthésie soit appliquée pour le moment pour les choses trop courtes. Plus longue à mettre en place, l'anesthésie électrique est pour l'instant plus intéressante pour les opérations importantes comme les greffes du rein. Voici maintenant le réveil de l'opéré qui se fait instantanément après avoir coupé le courant. Et maintenant coupé. Ouvrez grand vos yeux, monsieur. Plus grand que ça. Fermez votre main gauche. Fermez votre main gauche. Voilà, comme ça. Autre avantage, l'opéré pendant plusieurs heures ne ressent aucune douleur post-opératoire. Passons maintenant à l'actualité sportive, cyclisme. Aujourd'hui, 3e étape du Grand Prix du Midi Libre. Raymond Poulidor est toujours en tête au classement général. Cette étape Sévenol n'a pas apporté de gros bouleversements. Profitant du parcours accidenté et de la chaleur accablante, 5 hommes se sont détachés du peloton, vous les suivez ici peu avant l'arrivée. Zoutmelk, déjà vainqueur hier au Mont-Saint-Clair, Poulidor, coiffé d'une casquette, le Portugais Joaquim Agostinho, José Catio, le nordiste de Maurice Demuer, et Mariano Martinez qui porte lunettes. C'est Zoutmelk qui va régler au sprint Poulidor, second, Agostinho, Martinez et Catio, Danguillaume terminant 6e. Au classement général, Poulidor précède de 52 secondes son rival Zoutmelk, Martinez est 3e à 1 minute 14, Ocaña et Thévenet sont à près de 5 minutes.
Hugo Frey est venu féliciter Poulidor à l'arrivée et il a confié au micro de Richard Dio que Raymond Poulidor, par sa conscience professionnelle, était un exemple pour la jeunesse. Nous terminerons ce journal par un festival parisien qui peut cependant, en cette période de voyage, intéresser aussi bien ceux qui n'habitent pas la capitale. Le Festival du Marais qui fête son 10e anniversaire. Et au cours de ce mois, nous donnerons tout un ensemble de spectacles, de théâtre, de musique, de ballet, de mime, de variétés même, et de café-théâtre, qui seront répartis dans la cour de l'hôtel de Béthune-Sully, dans la cour de l'hôtel d'Aumont, dans la cave d'Ourscan. Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon cocuage. Oh, mon cher monsieur, toutes mes condoléances, je suis navré pour Oui, votre oui, frère. ah ben oui, ben oui. Mais non, il me l'a vous êtes tellement mignon, il est mignon, il est joli, sensuel et tout ça. il est tendre, Et voilà, elle est jolie, Cocorico! Je pense que ces spectacles sont assez variés. Il y a des programmes de choses purement classiques et également des expressions de l'art contemporain. Et tout cela semble faire un tout harmonieux. Que prétendez-vous faire de ce chevalier? Le conserver pour ami. N'est-il pas permis d'avoir des amis? Sans doute. Et de certains amis dont encore on peut faire son pis-aller. C'est un spectacle sans vedette. C'est vraiment un spectacle d'ensemble. Et le fait de jouer dans ce cadre et en plein air, est-ce que ça vous attirait particulièrement? C'est un cadre superbe, oui. Bien sûr. Je crois que ça attire tous les acteurs. C'est un chevalier de Paris, fait ses caravanes dans les Lansquenets. Oh, je le crois un fort honnête homme. Ce journal est terminé. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous signale que les dernières informations vous seront données vers 23h30 par Jean-François Delassus. Merci, au revoir.